Après la Suisse des Bonaparte, ouvrage dans lequel je traitais de la vie d'exil de plusieurs membres de la famille de Napoléon dans notre pays, je me suis penché sur les événements révolutionnaires qui avaient bouleversé Genève et la Suisse au XVIIIe siècle. Tout en écrivant ces histoires, je me suis aperçu qu'il était difficile d'en expliquer les causes sans connaître et comprendre tout ce qui avait précédé ces temps très tourmentés. Il fallait alors que je remonte dans le temps. Et c'est tout naturellement qu'une date et qu'un nom s'imposèrent à mon esprit, Marignan 1515. Lieu et date incontournable, non seulement pour tout écolier, mais aussi pour qui veut comprendre la lente construction de la Confédération helvétique, car ce mémorable événement avait marqué la fin d'un temps et le début d'un autre. Fin d'un temps durant lequel plusieurs milliers de Waldstätten s'étaient dressés contre leurs suzerains, les Habsbourg d'Autriche, et qui, avec leurs piques, avaient conquis leur liberté et remporté plusieurs victoires à l'issue desquelles ils purent se constituer en une confédération formée de 13 cantons. Respectés, mais aussi craints, ces Suisses, tout gonflés d'orgueil, s'étaient ouverts encore plus grande la porte qu'ils n'avaient jusqu'alors fait qu'entr'ouvrir au sud de leur territoire. Mais malheur à eux, car leur ambition allait contrecarrer celle des rois de France qui, depuis longtemps, lorgnaient sur de si belles régions. Après quelques brillantes victoires, entre autres celle de Novare en 1513, l'inévitable s'était produit au moment même où ils se sentaient les plus forts. Ça avait été la trop fameuse bataille de Marignan, et ça avait été aussi un horrible carnage au cours duquel leurs fantassins avaient été pulvérisés, mitraillés, écrasés par le feu nourri de l'artillerie de François Ier. En 2015, j'ai consacré à cette fameuse bataille un ouvrage que j'ai intitulé Marignan, histoire d'une défaite salutaire. Pourquoi salutaire, me demande-t-on souvent? Eh bien, tout simplement parce que, d'une part, les Suisses avaient enfin pris conscience qu'ils ne pouvaient plus être des dompteurs de rois, et d'autre part, parce qu'au lieu de les anéantir, François Ier avait décidé de s'en faire des alliés en signant avec eux en 1516 un traité de paix perpétuelle qui allait ouvrir un temps nouveau dans l'histoire de la Suisse. Dans l'introduction de mon dernier ouvrage, coécrit avec l'historien franco-suisse Alain-Jacques Tornard en 2016, Suisse-France, 500 ans de paix perpétuelle, M. Tornard écrivait, je cite, « La guerre de Cent Ans n'avait pas encore fini d'occuper le royaume de France que son roi prenait la mesure de l'importance de la Suisse pour sa propre existence. Il faut rappeler ici que l'alliance franco-suisse a débuté non pas au lendemain de Marignan, mais 60 ans plus tôt, après la défaite des Confédérés le 21 août 1444 à Saint-Jacques-sur-la-Birse, près de Bâle. Ainsi, tout commença par une victoire française sur les Suisses qui aboutit le 28 octobre suivant au traité d'Ensisheim en Alsace, avec la confédération des 8 cantons, à savoir Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerne, Zurich, Zug, Glaris et Berne. Le dauphin Louis, futur Louis XI, signe avec les confédérés, en quête de respectabilité et de reconnaissance face aux grandes monarchies, un traité de bonne, sincère et perpétuelle amitié qui préfigure l'établissement d'une nouvelle politique parachevée au début du siècle suivant. Fin de citation. De fait, Suisses et Français n'allaient pas en rester là.
chacune des parties avait compris ce qu'elle pourrait tirer de l'autre, et en peu de temps, plusieurs traités d'alliance avaient été signés. Ainsi, dès son accession au trône de France, Louis XI savait que s'il voulait assurer définitivement son pouvoir sur le royaume, il devait impérativement se débarrasser de Charles le Téméraire, le trop puissant duc de Bourgogne. Mais il savait aussi que pour y parvenir, il lui fallait le renfort des Suisses. Dans ce but, il avait noué de fortes relations avec plusieurs personnes qui avaient de l'influence dans leur canton, et parmi celles-ci, Nicolas de Diesbach, avoyer de Berne. En 1470, les menées expansionnistes du duc de Bourgogne et de son allié le duc Sigismond d'Autriche avaient alerté Louis XI et les Suisses. Aussi, pour faire face à une situation qui devenait de plus en plus dangereuse, Suisses et Français avaient signé le 13 août 1470 un traité stipulant, et je cite Franz Adam Vogel, que les deux parties, d'un côté le roi, de l'autre les 8 cantons, ne pourraient point donner au duc de Bourgogne, comme étant l'ennemi des deux États, aucune aide ni secours au préjudice de l'une de l'autre. Fin de citation. 4 années plus tard, en 1474, la situation s'étant encore aggravée, les deux parties s'étaient engagées plus avant en signant un véritable traité d'alliance offensive, traité qui visait essentiellement le duc de Bourgogne et dans lequel nous trouvons déjà un certain nombre de points caractéristiques de toutes les futures capitulations, c'est-à-dire alliances, faites entre la Suisse et la France. Ainsi, le roi s'engageait pour sa part à porter secours aux confédérés dans toutes leurs guerres et spécialement contre le duc de Bourgogne. En échange, il attendait le même service de la part de ses alliés, pourvu que ces derniers ne soient pas eux-mêmes occupés à des guerres et à la défense de leurs États. Et Franz Adam Vogel d'ajouter, c'est depuis cette alliance que l'union entre les parties commença à être plus étroite. Ainsi, après la défaite de Charles le Téméraire et les victoires remportées sur les Habsbourg durant la guerre de Souabe en 1499, les Suisses s'étaient acquis une réputation à nul autre pareille. Réputation d'ailleurs qui n'avait pas souffert du relatif fiasco de l'expédition italienne de Charles VIII en 1494, à laquelle ils avaient participé et où ils avaient montré beaucoup de bravoure. Cependant, la plupart de ceux qui étaient revenus vivants de tous ces combats n'avaient de cesse de narrer leurs exploits et n'aspiraient qu'à une chose, repartir au plus vite dans de nouvelles expéditions. Aussi, après la mort de Charles VIII, survenue en 1498, son successeur, Louis XII, ne perdit pas de temps et se lança à son tour dans l'aventure italienne. Et comme dit précédemment, plus de 6000 Suisses ne se firent pas prier pour répondre à son appel. Passant les Alpes, l'armée royale envahit la Lombardie et investit Milan au mois d'octobre 1499. Mais Ludovic le Mort, le duc de Milan, ne se laissa pas faire, et au mois de mars 1500, ayant enrôlé à son tour plusieurs milliers de Suisses sans l'aval de la Diète, il réussit à reprendre sa capitale. Sitôt averti de ce retournement de la situation, Louis XII, qui entre-temps était retourné en France, repassa à nouveau les Alpes, fondit sur la Lombardie avec 14 000 Suisses et vint assiéger la ville de Nevers où Ludovic le Mort s'était réfugié. Cette mauvaise situation des combattants suisses dans les deux camps était celle qu'avaient craint les autorités supérieures de la Confédération.
Aussi, pour éviter qu'ils ne s'entretuassent, après moult palabres, les Suisses engagés au service du duc acceptèrent de déposer les armes et de sortir de la citadelle. Cette décision mit bien sûr le duc de Milan dans une pénible situation, car, abandonné par ses soldats, il était dans l'incapacité de poursuivre le combat. Alors, pour éviter d'être pris par l'ennemi, il tenta de s'échapper en se cachant parmi les Suisses qui se retiraient. Malheureusement, un Uranais du nom de Thurman le dénonça. Fait prisonnier, le duc fut emmené en France et enfermé dans la citadelle de Loches, où il croupit jusqu'à sa mort, qui survint en 1508. Quant au traître Thurman, il fut exécuté lorsqu'il revint dans son pays d'Uri. Louis XII triomphait, le duché de Milan était tombé dans son escarcelle, et cela pratiquement sans combat. Toutefois, dans l'euphorie de la victoire, le roi commit une faute qu'il allait payer chèrement, car, faisant fi des promesses qu'il avait faites à ses alliés suisses, il refusa de leur céder Bellinzone et plusieurs cités du sud des Alpes, et pire encore, il les licencia sans les payer. Humiliés et choqués par un tel mépris, la réponse des gens d'Uri, d'Auschwitz et d'Unterwald fut à la mesure de l'outrage. Au mois d'août 1501, ils descendirent de leur vallée, réoccupèrent Bellinzone et en pillant tout sur leur passage, s'avancèrent jusqu'à la ville d'Arona, située sur la rive piémontaise du lac Majeur. Cette fureur dévastatrice surprit le roi qui, entre-temps, était parti à la reconquête du royaume de Naples. Alors, pour ne pas avoir à lutter sur deux fronts, Louis XII se résigna et en avril 1503, il céda aux trois cantons suisses la ville et le comté de Bellinzone. Tout semblait donc s'arranger, mais dans l'esprit des confédérés, le mépris du roi les avait profondément irrités et de ce moment, ils s'en méfièrent. Néanmoins, pour honorer l'alliance qu'ils avaient conclue en 1499 pour 10 ans avec Louis XII, les Suisses continuèrent à le servir en participant à la prise de Gênes en 1507 ou à la bataille d'Agnadel en 1509. Mais plus rien n'était pareil. Les partisans de l'empereur Maximilien ou ceux du pape Jules II, parmi lesquels se trouvait l'évêque de Sion, Mathieu Schinner, n'avaient de cesse de les encourager d'abandonner la cause française. Ne tenant aucun compte de la déliquescence des sentiments des Suisses envers sa personne, Louis XII continuait à les snober, à les traiter de mangeurs de fromage et de vachers, et à ne pas honorer sa parole. Piqués au vif par cette attitude dédaigneuse, les Suisses finirent par succomber aux offres mirobolantes de Jules II et aux sermons de Mathieu Schinner. Au mois de mars 1510, ils refusèrent de renouveler l'alliance française et se mirent au service de la papauté. Dès lors, durant 5 ans, les confédérés seront le fer de lance de la croisade anti-française en Italie. Ainsi, au mois de mai 1512, entraînés par le cardinal Schinner et commandés par Ulrich de Hohensaxe, 18 000 Suisses dévalèrent de leurs montagnes, pénétrèrent en Lombardie et écrasèrent l'armée française. Ce qu'il en restait ne trouva son salut que dans la fuite. Alors, fort de cette victoire et désormais arbitre du Milanais, le 12 décembre 1512,
les Suisses transmirent les clés du duché à Massimiliano Sforza, le nouveau duc de Milan. Pour Louis XII, il était inconcevable que les choses en restassent en l'état. La mort de Jules II au mois de février 1513 lui apparut comme le bon moment pour tenter de se réapproprier le duché. Aussi, pour avoir plus de chances de vaincre, il s'attacha les Vénitiens qui voyaient d'un très mauvais œil ces Suisses faire la loi dans le duché et si près de leurs frontières. Au début du printemps 1513, l'armée royale, commandée par Louis de la Trémoille, passa les Alpes et vint assiéger la ville de Novare dans laquelle, tout comme son père Ludovic 13 ans auparavant, Massimiliano Sforza s'était réfugié avec plusieurs milliers de Suisses. Durant 3 jours, la Trémoille fit bombarder la citadelle, mais le 6 juin, apprenant l'arrivée d'un très fort contingent de Suisses, il commit une grosse erreur. Pour éviter d'être pris en tenaille entre les Suisses qui étaient dans la ville et ceux qui s'approchaient, il leva le siège et s'établit dans la proche campagne. Cette manœuvre n'échappa pas aux Confédérés, et avant que les Français n'eussent le temps de disposer leurs forces, ils les attaquèrent avec une telle violence qu'en quelques heures l'armée royale fut anéantie. Elle laissait sur le terrain plus de 6000 morts, des milliers de blessés et toute son artillerie. Hagards, les survivants s'enfuirent et repassèrent les Alpes. Pour Louis XII, ce fut une catastrophe, car il était chassé à nouveau du nord de l'Italie par les Suisses, qui étaient dorénavant les maîtres absolus de tout le Milanais. La suite est connue. Forts de leur victoire, imbus de leur puissance, et peut-être pour se venger de l'affront subi de la part de Louis XI, qui avait refusé de leur céder une partie de la Franche-Comté après la chute de Charles le Téméraire, les Suisses se précipitèrent sur la Bourgogne et plus particulièrement à Dijon qu'ils assiégèrent. Incapable de défendre la ville dont il était le gouverneur, la Trémoille leur fit une offre si alléchante que les Suisses, sans trop réfléchir, plièrent bagages et retournèrent dans leur pays. Funeste décision, car le roi, fou de rage, refusa d'honorer les promesses de la Trémoille. Cette fois, pour les Suisses, c'en était trop, et de ce moment, ils refusèrent tout accommodement et se préparèrent à la guerre. Je ne vais pas revenir sur tous les détails de cette célèbre bataille de Marignan qui fut au dire du maréchal Trivulzio une bataille de géants. Sachons simplement qu'elle mit aux prises plusieurs dizaines de milliers de combattants et qu'elle s'étendit sur 2 jours, chose exceptionnelle à l'époque. Du côté français, l'armée comptait plus de 50 000 hommes et une artillerie formidable comme jamais vue auparavant. Du côté suisse, la diète n'avait pas lésiné sur les moyens. Dès la fin du mois d'avril 1515, persuadée que les Français allaient à nouveau dévaler en Italie, elle avait levé près de 40 000 hommes qui avaient été répartis en Piémont, en Lombardie et au nord de la Ligurie. Cette immense armée était commandée par Marc Roust, bourgmestre de Zurich, Jacques de Watteville, avoyer de Berne, Albert de Stein, sénateur bernois, von Hertenstein, avoyer de Lucerne, et les Landammann Puntiner et Schwarzmaurer. Vu de Suisse, tout semblait donc être assuré pour arrêter l'armée de François Ier, mais sur le terrain, les choses n'allaient pas si bien. Les troupes et les chefs des cantons occidentaux, Berne, Fribourg et Soleure, renâclaient à poursuivre cette campagne qui leur apparaissait stérile
et dans laquelle ils ne voyaient pas de bénéfices immédiats. La suite des événements allait d'ailleurs rapidement confirmer leurs craintes. Dès la mi-août, les Français ayant réussi à franchir les Alpes, plusieurs milliers de Suisses qui s'étaient positionnés sur les cols alpins se débandèrent et se replièrent sur Arona. Sans perdre de temps, et voulant profiter de la désorganisation et de la désunion qui régnait au sein de l'armée helvétique, les ambassadeurs du roi rencontrèrent le 8 septembre 1515 à Gallarate plusieurs chefs suisses et leur firent au nom du roi des offres de paix mirobolantes. S'ils se retiraient, le roi s'engageait à payer aux confédérés 400 000 couronnes pour leur expédition de 1513 sur Dijon, 300 000 couronnes pour les frais de la présente campagne, plus 300 000 couronnes pour la restitution à la France des territoires qu'ils occupaient dans le Milanais, excepté Bellinzone, qu'ils pouvaient garder. Bien sûr, dès le lendemain 9 septembre, ces propositions alléchantes furent acceptées par les chefs des cantons occidentaux qui donnèrent aussitôt l'ordre à leurs troupes de se retirer. Mais les commandants des cantons centraux les rejetèrent violemment et prirent le chemin de Milan où les attendait le cardinal Schinner. Cette mésentente des chefs suisses allait entraîner la catastrophe de Marignan, car amputés de plus du tiers de leur effectif, comment pouvaient-ils espérer vaincre la formidable armée de François Ier? Et pourtant, loin de tenir compte de cette réalité, encouragés par les sermons de Mathieu Schinner, les soldats d'Uri, d'Auschwitz, de Nidwald, de Lucerne, de Zurich et de Zug, sortirent de Milan et prirent la route de Marignan où s'était établie l'armée de François Ier. Toutefois, prenant conscience de l'heure tardive, le cardinal Schinner tenta de les convaincre d'attendre le lendemain matin pour engager le combat. Mais, déjà enivrés par le vin et par la certitude d'une victoire qu'ils prévoyaient facile, il ne réussit pas à les calmer. Une seule chose comptait pour eux, c'était d'affronter l'ennemi. Mais, dans leur enthousiasme, ils avaient omis d'envoyer des éclaireurs pour voir les dispositions que le roi avait prises. En effet, ayant repéré le terrain, le roi avait fait élever des buttes sur lesquelles il avait disposé son artillerie. Cette position lui semblait favorable, bien que le terrain situé en contrebas, très marécageux et entrecoupé de nombreux fossés, ne laissa que peu de liberté à la cavalerie pour manœuvrer. Mais cette disposition avait l'avantage de forcer les Suisses soit à s'exposer dangereusement en restant sur la route qui venait de Milan et qui conduisait à Lodi, soit à emprunter ces terrains tourbeux pour atteindre les Français. Le 13 septembre 1515, dans la fin de l'après-midi, alors que François Ier déjeunait avec le général vénitien d'Alviano, il entendit les trompettes donner l'alarme. Sortant de sa tente, il put alors voir à l'horizon un immense nuage de poussière soulevé par les milliers de soldats suisses qui avançaient dans sa direction. Armés de leurs fameuses piques, de quelques coulevrines et de plusieurs centaines d'arquebusiers et d'halbardiers qui protégeaient leurs flancs, les Suisses montèrent à l'assaut des rangs ennemis en 3 colonnes de plusieurs milliers d'hommes, faisant d'entrée un vrai carnage parmi les lansquenets qui servaient le roi. Ce que voyant, la réponse des Français fut terrible. Galliot de Genouillac, le grand maître de l'artillerie, fit donner ses canons
creusant des sillons sanglants dans les cohortes suisses. Ce fut alors une mêlée formidable dans laquelle fantassins et cavaliers s'entretuèrent. Écoutons Georges Bordenave. Sous les boulets, malgré des pertes déjà considérables, enjambant les morts et les blessés, les Suisses gardent leur calme, leur volonté de vaincre. Il leur importe peu que l'effet de surprise soit manqué. Les cavaliers de Charles de Bourbon, le connétable, se brisent contre cette forêt de piques. Les chevaux s'abattent ou roulent dans les fossés. Bourbon lance contre eux ses lance-quenets, ils plient sous le choc. On les rameute en vain, ils reculent vers les canons. Les Suisses accélèrent leur marche, les lugubres trompes d'Uri meuglent au-dessus de leurs casques. Ils touchent au but, les plus rapides d'entre eux franchissent l'ultime fossé, atteignent les canons. À cet instant précis, la victoire est à eux. S'ils parviennent à s'emparer de l'artillerie, ils la retourneront contre les Français. Fin de citation. De son poste de commandement, le roi ne pouvait que constater le délitement de son armée. Alors, se mettant à la tête de sa cavalerie, il fonça dans le gros des Suisses, intrépide face au danger. Désarçonné à plusieurs reprises, il chargea, dit-on, plus de 30 fois. Pressé de toutes parts, déchiqueté par la mitraille et les boulets, enfoncé par la cavalerie, percé de coups par les lance-quenets, les Suisses tenaient toujours. Rien, semble-t-il, ne pouvait ébranler leur vigueur, ni les tourbillons de poussière qui les aveuglaient, ni les milliers de cadavres qui déjà jonchaient le sol. Enfin, vers minuit, la lune s'étant couchée, les combats cessèrent. Je cite Jérôme Bodin dans son livre Les Suisses au service de France. Un silence d'angoisse se pose sur des monceaux de cadavres déchiquetés et sanglants. Seuls les râles des agonisants rappellent l'épouvante et la désolation. Épuisés, affamés, chacun tente de rallier son unité ou ses camarades. Trébuchant parfois sur des débris gluants, certains hommes, hagards, tombent dans un groupe ennemi. Lardés de coups, ils succombent aussitôt. De plus, en raison de la proximité des adversaires, nul feu n'apporte l'espérance de la chaleur et de la lumière dans cette profondeur fantomatique et grimaçante. Fin de citation. De son côté, après avoir pris un peu de repos, François Ier passa la plus grande partie de son temps à cheval à regrouper ses troupes et à modifier ses positions. Il redistribua son artillerie de façon à pouvoir tirer sur l'ennemi en feu croisé et il plaça son armée sur une seule ligne plus compacte. À droite, le connétable Charles de Bourbon, au centre, le roi, à gauche, Alençon. Puis il envoya une estafette au général vénitien d'Alviano pour l'engager à le rejoindre le plus rapidement possible. À la pointe du jour, c'est-à-dire le 14 septembre, le combat reprit, je cite à nouveau Jérôme Bodin, les Suisses, imperturbables, se mettent en marche droit devant eux malgré la violence inouïe des tirs de l'artillerie de Galliot de Genouillac. Les hommes sont pulvérisés, mais les survivants ne cessent d'avancer, pique baissée et rage au cœur. Hachés menus, des rangs entiers se sacrifient volontairement afin que les suivants, galvanisés, submergent les défenses du camp français. De part et d'autre, les pertes sont considérables. Autour du roi, plusieurs gentilshommes s'effondrent. Chez les Suisses, presque tous les chefs meurent. Puntiner, Imhoff, de Travers, de Marmels, Rodolphe de Salis, Alville,
Winkelried, von Escher, etc. Fin de citation. On en était là du combat, ou plutôt de cette affreuse boucherie, quand on entendit au loin le cri de San Marco, qui annonçait l'arrivée de l'armée vénitienne. Alors, et je cite à nouveau, quoiqu'ils combattissent continuellement avec une très grande audace et une très grande valeur, désespérant de pouvoir obtenir la victoire alors que le soleil était déjà depuis plusieurs heures au-dessus de la terre, les Suisses sonnèrent la retraite et se replièrent vers Milan en files silencieuses, défigurés par la souffrance, mais toujours fiers de leur valeur. Fin de citation. Ils laissaient sur le champ de bataille plus de 10 000 morts. Après la bataille, après leur défaite, les Suisses se retirèrent en bon ordre et rentrèrent dans leur foyer la tête basse, les uns tétanisés par un tel massacre, les autres remplis de haine et d'un désir de vengeance, soutenus en cela par la Diète qui avait repoussé dédaigneusement les premières offres de paix présentées par les ambassadeurs du roi. Et, allant plus loin, elle avait déjà ordonné une nouvelle levée de 22 000 hommes. Mais, de fait, dans le peuple et dans quelques sphères dirigeantes du pays, l'on était fatigué de ces trop longues guerres, et une majorité, essentiellement dans les cantons occidentaux, désirait la paix. Ces bonnes dispositions permirent alors, sous l'égide du duc Charles III de Savoie, l'oncle de François Ier, d'ouvrir des négociations qui se tinrent à Genève. Tout alla très vite et 2 mois après la bataille, le 7 novembre 1515, des préliminaires de paix furent signés. Mais Uri, Schwyz, Zurich, Bâle et Schaffhouse refusèrent d'entrer en matière et répondant aux demandes de l'empereur Maximilien et d'Henri VIII d'Angleterre, levèrent au printemps 1516 une quinzaine de milliers d'hommes qui prirent la route de la Lombardie. Dans le même temps, un contingent de 10 000 hommes, issus des cantons qui avaient accepté les offres de François Ier, rejoignit l'armée française. À nouveau, les confédérés étaient profondément divisés. Cette situation, qui mettait le pays en grand danger, fut heureusement surmontée, d'une part parce que n'ayant pas touché leur solde, les soldats suisses au service de l'empereur rentrèrent chez eux, d'autre part parce qu'au sein des autorités de la Diète, l'on avait enfin pris la mesure du risque d'éclatement de la Confédération. Aussi, pour éviter un tel désastre, l'on décida de tout remettre à plat et de repartir sur de nouvelles bases. Alors, durant plusieurs mois, d'âpres négociations se tinrent entre les deux parties. Enfin, le 27 novembre 1516, Français et Suisses se retrouvèrent à Fribourg pour mettre un point final à leur dissension. 2 jours plus tard, le 29 novembre 1516, l'ensemble des cantons et de leurs alliés apposaient leur sceau à côté de celui du roi. Ainsi, entre la Confédération helvétique et le Royaume de France, naissait une paix qui devait être perpétuelle. Dans son ensemble, ce traité reprenait les termes de celui de Gallarate et ceux du traité signé à Genève au mois de novembre de l'année précédente. En résumé, et comme le disait Johannes Dierauer dans son Histoire de la Confédération suisse publiée en 1912, le traité stipulait, et je cite, que toute hostilité devait être suspendue entre les contractants. Aucune des parties ne devait soutenir les ennemis de l'autre ou entreprendre une guerre contre l'autre. Les différends qui pourraient survenir entre elles seraient aplanis par les voies du droit. Les marchands, les députés, les pèlerins
et autres voyageurs étaient admis à circuler partout librement, tant eux-mêmes que leurs biens, et ne pouvaient être soumis à aucun droit ou formalité qu'à ceux actuellement en usage. Les marchands suisses restaient au bénéfice des privilèges qui leur avaient été précédemment déjà concédés pour la fréquentation des foires de Lyon. Le commerce avec Milan fut réglé à nouveau sur la base des anciennes capitulations. Fin de citation. Quant à Marcel Burin Desrosiers, dans son Histoire des capitulations militaires entre la Suisse et la France, publié en 1902, il disait, je cite, « Les indemnités étaient réglées de la manière suivante. Le roi de France devait payer aux Suisses 400 000 écus d'or pour frais de la campagne en Bourgogne, 300 000 pour leur expédition en Italie. Le trésor royal continuait aussi la pension de 2000 francs accordée à chaque canton et aux alliés, tels les Grisons et le Valais. De plus, il en octroyait encore plusieurs autres, de 600 à l'abbé de Saint-Gall et au comte de Gruyère, de 400 à la ville de Mulhouse, etc., etc. Les Suisses avaient le choix entre la conservation de toutes leurs conquêtes au Tessin, Bellinzone, Lugano, Locarno, Mendrisio, le Val de Maggia, Bormio, la Valteline et Chiavenna, ou leur rétrocession à la France, à l'exception de Bellinzone, moyennant 300 000 écus. Enfin, les deux parties s'engageaient à procéder dans le plus bref délai par l'élection de 2 membres par État à la création d'un tribunal arbitral destiné à trancher les contestations qui pourraient surgir entre elles. Fin de citation. Pour fêter dignement l'événement, 2 députés suisses, l'avoyer Peter Falk de Fribourg et le Landammann Schwarzmohr de Zug, furent délégués à Paris. 5 années plus tard, le 5 mai 1521, les liens qui unissaient les deux nations furent encore rendus plus étroits par la signature à Lucerne d'un traité d'alliance, sauf Zurich, qui sous l'influence de Zwingli avait passé à la réforme et refusait l'engagement de soldats pour des causes étrangères. Le traité fut ratifié par les 12 autres cantons, à savoir Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalde, Zug, Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse et Appenzell, et par l'ensemble des alliés, Valais, Grison, Abbé et ville de Saint-Gall, Mulhouse, Rottweil et Bienne. À tous les articles de la paix perpétuelle fut ajouté un point essentiel pour le futur de la Confédération, ce fut l'engagement des Suisses à fournir au roi de France un contingent d'au minimum de 6 000 hommes et d'un maximum de 16 000. De plus, il était précisé que si le roi se trouvait lui-même à la tête de ses troupes, ce chiffre pouvait être largement dépassé, et souvent il le fut. Pour en terminer, il faut souligner que ce traité d'alliance, acte fondateur de l'amitié franco-suisse, fut renouvelé solennellement en 1602, en 1663 et en 1777, alors que le traité de paix ne le fut plus, puisqu'il avait été établi à perpétuité. Toujours en vigueur aujourd'hui, il ne fut qu'une seule fois suspendu, ce fut après le massacre des Suisses aux Tuileries le 10 août 1792, et ce jusqu'en 1798. Les conséquences de la paix perpétuelle. La paix perpétuelle et l'alliance de 1521 engendrèrent un chassé-croisé exceptionnel entre la France et la Suisse, et cela dans tous les domaines, politiques, militaires, économiques et culturels. D'autre part, grâce à ces deux traités,
la France fut durant plusieurs décennies la garante de l'indépendance de la Confédération, de cette indépendance toujours disputée par certains de ses voisins, essentiellement les Habsbourg d'Autriche. En effet, jusqu'à la signature de la paix perpétuelle, la Confédération n'était qu'un conglomérat de 13 États souverains indépendants les uns des autres. Seule une diète fédérale, qui se réunissait quelques fois par année, lui donnait un semblant d'unité. D'ailleurs, en Europe, il n'y avait que le roi de France qui considérait la Confédération comme un État de plein droit et qui, lorsqu'il avait à traiter avec les Suisses, parlait de ceux de la nation, sous-entendu suisse. C'est ce que nous allons tenter d'expliquer dans la suite de cette présentation. Mais pour ne pas faire trop long, nous nous pencherons essentiellement sur les relations politiques et militaires qui lièrent ces deux nations. Pour commencer, il est une chose qu'il faut remarquer, c'est l'évolution de la Confédération en l'espace de 100 ans. De 1400 environ à 1513, elle s'était renforcée, passant de 8 cantons, Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerne, Zurich, Glaris, Zug et Berne, à 13 cantons, avec le rattachement de Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse et Appenzell. De plus, grâce au traité de paix perpétuelle, elle s'était assurée de la possession définitive du sud de son territoire, le Tessin aujourd'hui. Ainsi, avec ses alliés, le Valais, les Grisons, Genève, la principauté de Neuchâtel, Mulhouse et les pays sujets qu'elle contrôlait, l'on voit qu'elle ressemblait déjà à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ne nous leurrons pas, cette construction restait fragile, car la majorité des habitants n'avaient aucun droit et vivaient dans une relative pauvreté. La plupart des cantons étaient gouvernés par une élite, et c'est cette élite qui avait poussé à la signature de ces deux traités de paix et d'alliance avec le royaume de France, qui leur semblait le seul capable de les protéger de leurs ennemis et qui, assurément, était le plus riche du continent. Ainsi, pour l'élite, et comme nous l'avons vu dans les termes de cette alliance perpétuelle, il y avait la perspective de fructueuses affaires à traiter avec le roi de France. Toutefois, et avant d'aller plus loin, il est à noter que la signature du traité de paix perpétuelle n'aurait pu se faire quelques années plus tard, car dès 1517, les idées de la réforme avaient pénétré en Suisse et avaient semé la discorde entre ces divers États. Ainsi, sous l'influence de Zwingli, Zurich refusa en 1521 de signer le traité d'alliance avec la France en arguant qu'il était temps d'arrêter de verser le sang des Suisses pour des causes étrangères au pays. Et bientôt, de la discorde verbale entre les catholiques et les protestants, l'on passa à des actes de violence. La guerre éclata et le sang coula sur les champs de bataille de Kappel, d'abord en 1529, puis en 1531, seconde bataille de Kappel au cours de laquelle Ulrich Zwingli, le grand réformateur zurichois, trouva la mort. Néanmoins, le conseil de sagesse de ce grand réformateur de ne pas verser le sang des Suisses pour des causes étrangères n'arrêta pas les 12 autres cantons qui fournirent alors à la France des milliers de soldats. Bien sûr, ces enrôlements se firent contre de bons écus d'or et de généreuses pensions versées aux cantons et à leurs dirigeants qui, par ailleurs, étaient aussi les enrégimenteurs et les patrons de cette nouvelle forme de commerce. Il faut dire aussi que, pour la plupart des soldats qui s'enrôlaient,
la promesse d'une bonne solde ne pouvait que les encourager, et ce d'autant plus, ne nous le cachons pas, qu'ils avaient un certain goût pour la guerre. C'est ainsi que durant plusieurs siècles, les Suisses se retrouvèrent sur nombre de champs de bataille du continent. En 1525, à Pavie, où les soldats espagnols de Charles Quint écrasèrent l'armée royale française dans laquelle servaient plus de 8000 Suisses et s'emparèrent de François Ier. À la bataille de Dreux en 1562, lors de la première guerre de religion, au cours de laquelle les Suisses sauvèrent l'armée royale menacée d'être anéantie par les forces huguenotes de Condé et de Coligny. À Meaux, en 1567, où à nouveau les 6000 Suisses du Lucernois Louis Pfiffer d'Altishofen sauvèrent le roi Charles IX, sa mère Catherine de Médicis et sa famille en les ramenant sains et saufs à Paris alors qu'ils étaient encerclés dans la ville de Meaux par l'armée huguenote. Ces deux faits d'armes valurent aux Suisses de l'honneur et la reconnaissance du roi Charles IX qui disait alors à sa mère Catherine de Médicis, je cite, « Sans mes bons compères les Suisses, ma vie et ma liberté eussent été en grand branle. » Fin de citation. Et qui reconnut publiquement qu'après Dieu, c'était aux Suisses qu'il devait son royaume. Cette reconnaissance le poussa en 1567 à se doter d'une garde personnelle qu'il confia à ses bons compères. Ce fut l'embryon de la future garde suisse qui renforça la compagnie des 100 Suisses, créée en 1496 par le roi Charles VIII. En 1602, Henri IV renouvelait avec les Suisses l'alliance de 1521. Écoutons le récit qu'en fit Alexandre Dumas dans ses impressions de voyage en Suisse, je cite. Henri IV avait envoyé en 1602 Bassompierre à Berne en qualité d'ambassadeur près des 13 cantons pour renouveler avec eux l'alliance déjà jurée en 1582 entre Henri III et la Fédération. Bassompierre, par la franchise de son caractère et la loyauté de ses relations, réussit à aplanir les difficultés de cette négociation et à faire des Suisses des alliés et des amis fidèles de la France. Au moment de son départ, et comme il venait de monter à cheval à la porte de l'auberge, il vit s'avancer de son côté les 13 députés des 13 cantons, tenant chacun un énorme Wiederkomm à la main, et venant lui offrir le coup de l'étrier. Arrivés près de lui, ils l'entourèrent, levèrent ensemble les 13 coupes qui contenaient chacune la valeur d'une bouteille, et portant unanimement un toast à la France, ils avalèrent la liqueur d'un seul trait. Bassompierre, étourdi d'une telle politesse, ne vit qu'un moyen de la leur rendre. Il appela son domestique, lui fit mettre pied à terre, lui ordonna de tirer sa botte, la prit par l'éperon, fit vider 13 bouteilles de vin dans ce vase improvisé, puis la levant à son tour, pour rendre le toast qu'il venait de recevoir, il dit « aux 13 cantons » et il avala les 13 bouteilles. Les Suisses trouvèrent que la France était dignement représentée. Fin de citation. En 1616, le jeune Louis XIII ordonna la mise sur pied du régiment des gardes suisses, un régiment de prestige qui s'illustrera jusqu'au 10 août 1792 lors du massacre des Tuileries. En 1648, la guerre de 30 ans prenait fin. Elle avait dévasté l'ensemble du continent qui en sortait exsangue. Les belligérants, pratiquement tous les pays européens, se retrouvèrent à Münster et Osnabrück en Westphalie
pour signer la paix. Sortie victorieuse de ce terrible conflit, la France exigea du principal vaincu, le Saint-Empire romain germanique, de reconnaître l'indépendance de la Confédération suisse. Toutefois, en dépit des efforts du cardinal Mazarin et du bourgmestre de Bâle, Rudolf Wettstein, l'empereur du Saint-Empire n'accepta de reconnaître pour les ligues de Haute-Allemagne, je cite, que la quasi-possession d'une pleine liberté et exemption vis-à-vis de l'Empire. Article 61 du traité. De fait, pour dire plus simplement les choses, l'empereur Ferdinand III n'accordait aux Suisses qu'une semi-liberté. Il faudra attendre encore 150 ans jusqu'en 1801, date de la signature du traité de Lunéville, pour que les Autrichiens vaincus par Bonaparte acceptent enfin de reconnaître la pleine et entière souveraineté de la Confédération suisse. Le 24 septembre 1663, l'alliance entre la France de Louis XIV et la République des Suisses fut renouvelée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il fallut plus de 2 ans d'âpres discussions à Louis XIV et à son ambassadeur Jean de la Barde pour y parvenir, les Suisses n'ayant eu de cesse de se montrer de plus en plus exigeants en faisant monter les enchères. Enfin, le traité fut signé et solennisé le 20 novembre 1663 en présence du roi. Nous le voyons ici sur la diapositive en compagnie des Suisses et du roi sur une belle tapisserie dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, tapisserie des Gobelins qui se trouve à l'ambassade de Suisse à Paris. Furent confirmés les privilèges des militaires suisses, la liberté du culte, le droit de disposer de leur propre code de justice, la solde de bataille et les très juteuses pensions versées aux familles dirigeantes. De plus, les Suisses pouvaient acheter à moindre prix et sans frais de douane du blé et surtout du sel qui leur faisait cruellement défaut pour la fabrication des fromages, l'affouragement du bétail et la conservation de la viande. De son côté, le roi pouvait à discrétion enrôler des soldats suisses dans ses armées, levée qu'il ne manqua pas de faire durant son long règne. En 1672, le besoin de soldats se fit encore plus impérieux car le royaume allait se trouver en guerre contre la Hollande, le Saint-Empire, l'Espagne, le Danemark et la Norvège. Dans ce but, Louis XIV avait convoqué à son conseil le général des Suisses Giovanni Pietro Stupa et son ministre Louvois afin de décider du nombre de régiments qu'il faudrait lever auprès des Suisses. Ce fut lors de ce conseil qu'une prise de bec opposa le ministre au général. Louvois, s'adressant au roi, « Sire, on est toujours pressé par les Suisses. Si votre majesté avait tout l'argent qu'elle et ses prédécesseurs ont donné aux Suisses, elle pourrait paver d'argent une chaussée de Paris à Bâle. » Stupéfait, Stupa se tourna vers le roi et lui dit « Cela peut être vrai, sire, mais s'il était possible de ramasser tout le sang que ceux de ma nation ont versé pour le service de votre majesté et celui de ses prédécesseurs, on pourrait faire un canal de Bâle à Paris. » Louis XIV ne tint pas compte des observations de son ministre et ordonna à Stupa de se rendre sur-le-champ auprès des cantons afin de lever des soldats. Sa mission réussit à tel point qu'en peu de temps, le roi put disposer de 12 régiments, c'est-à-dire de plus de 25 000 hommes qui furent incorporés à l'armée royale. Cependant, bientôt ces relations privilégiées furent mises à mal par plusieurs événements.
l'annexion de la Franche-Comté en 1674, de Strasbourg en 1680 et la révocation de l'édit de Nantes en 1685 firent craindre aux Suisses d'être les prochaines victimes de l'appétit du roi. Il fallut alors que les ambassadeurs français qui résidaient à Soleure déployassent des trésors de diplomatie et d'argent pour rétablir un peu de confiance. Mais le mal était fait, et de ce moment les cantons suisses, surtout les cantons protestants, décidèrent d'autoriser l'engagement de soldats suisses pour d'autres nations européennes telles l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, la Savoie, etc. Le 28 mai 1777 fut signé à Soleure le renouvellement du traité d'alliance entre Louis XVI et les louables cantons et leurs alliés. Les négociations avaient été très difficiles car le roi voulait absolument obtenir l'assentiment de tous les cantons, catholiques et protestants. En effet, en 1715, les cantons protestants avaient refusé de co-signer le renouvellement d'alliance à la suite des prises de position de Louis XIV, révocation de l'édit de Nantes, guerre contre des nations protestantes, Hollande et Angleterre, et guerre de succession d'Espagne au cours de laquelle des régiments catholiques avaient dû affronter des régiments protestants sur le champ de bataille de Malplaquet en 1709, ce qui avait entraîné une véritable hécatombe de soldats suisses. Pour le jeune roi Louis XVI, qui était monté sur le trône en 1774, ce renouvellement solennel de l'alliance avec tous les cantons était donc une très grande victoire. Le 9 avril 1782, une révolution balaya le gouvernement patricien de Genève. Il fallut alors l'intervention de la France, des Suisses et des Sardes pour rétablir l'ordre dans la petite République. Les révolutionnaires genevois, parmi lesquels Antoine du Rouvray, Étienne Dumont et Étienne Clavière, durent fuir leur patrie et se réfugier à Paris, où ils fréquentèrent plusieurs révolutionnaires français, parmi lesquels un certain Mirabeau. D'ailleurs, quelques années plus tard, ce sont eux qui écriront quelques-uns des plus tonitruants discours de ce grand orateur. Le renvoi de Necker le 11 juillet 1789 entraîna le 14 juillet, soit 3 jours plus tard, le début de la Révolution française avec la prise de la Bastille, défendue par une poignée de vétérans et une trentaine de gardes suisses du régiment de Salis-Samadan, dont un descendant de Nicolas de Flux. Si 21 soldats suisses y laissèrent la vie, ce tragique événement ne changea en rien l'engagement des Suisses, qui continuèrent à servir la monarchie pour quelques années encore. Mais le 10 août 1792, tout changea. Échauffé par les discours endiablés de Danton, du Neuchâtelois Marat et de Robespierre, après avoir pillé l'arsenal des Invalides, le peuple envahit le palais des Tuileries pour s'emparer du roi. Aussitôt averti de ce qui se tramait contre sa personne, Louis XVI se réfugia à l'Assemblée qui tenait ses réunions dans la salle du Jeu de Paume. Les gardes suisses, environ 800 hommes, placés sous le commandement du lieutenant-colonel de Maillardeau, croyant le roi toujours présent dans son palais, le défendirent avec courage. Mais bientôt, submergés par des milliers de révolutionnaires, une grande partie d'entre eux fut littéralement massacrée. Dans les jours qui suivirent, beaucoup parmi ceux qui avaient réussi à s'en sortir vivants furent arrêtés et exécutés sans autre forme de procès, à l'exemple d'un des commandants suisses, le capitaine Bachmann. À la suite de ces terribles événements, les régiments suisses furent priés par les autorités révolutionnaires de quitter le pays. L'alliance fut alors suspendue jusqu'en 1796, année où le Directoire, qui avait succédé
au gouvernement sanglant de Robespierre, décida, face aux menaces de plus en plus grandes de guerre avec l'Europe des rois, de rétablir de bonnes relations avec la Suisse afin d'en tirer à nouveau des soldats. Il en fut ainsi, et après quelques semaines de négociations menées par l'ambassadeur Barthélemy, la Diète accepta et plusieurs régiments suisses se mirent au service de la France. En 1797, après les victoires foudroyantes de ses soldats sur les armées autrichiennes en Italie du Nord, Bonaparte traversait la Suisse pour se rendre à Rastatt, où les belligérants devaient signer un traité de paix générale. L'enthousiasme que les Genevois, les Vaudois et les Balois lui montrèrent sur son passage lui fit comprendre le désir profond de ces populations de secouer le joug de leurs autorités. Aussi, dès qu'il fut de retour à Paris, il rencontra le Balois Peteraux et le Vaudois Frédéric César de la Harpe, deux personnes très importantes qui aspiraient à révolutionner la Suisse et qui, dans ce but, avaient déjà préparé une nouvelle constitution. Cependant, après avoir pris connaissance de ce projet constitutionnel, Merlin de Douai, un des 5 directeurs qui tenaient le gouvernail de la France, le modifia profondément en supprimant toute notion de fédéralisme au profit d'une république helvétique une et indivisible sur le modèle de la République française. Tout semblait donc prêt pour que la Suisse se révolutionne. Mais pour que la France n'apparaisse pas comme trop agressive, des ordres avaient été donnés au général Ménard, qui était stationné avec son armée du côté de Gex et de Versoix, d'attendre et de n'intervenir que sur la demande des autorités révolutionnaires suisses. Enfin, le 12 janvier 1798, l'insurrection commença. Les patriotes vaudois s'emparaient du château de Chillon, symbole de la puissance bernoise. Le 23, un comité de libération se réunit à Lausanne et proclamait les oligarques bernois et fribourgeois déchus de leurs prétendus droits de souveraineté. Le même jour, le colonel de Weiss, qui commandait l'armée bernoise stationnée à Yverdon, proclamait la patrie en danger. Le 24 janvier 1798 au matin, les députés vaudois se constituaient en assemblée représentative provisoire du pays de Vaud. L'indépendance vaudoise date officiellement d'ailleurs de ce jour. Cependant, la situation restait critique, car les autorités bernoises refusaient obstinément de reconnaître ce nouvel état de fait. Aussi, le 25 janvier, dans le but d'éviter le déclenchement des hostilités, le général français Ménard faisait parvenir un ultimatum au colonel de Weiss, le sommant de retirer ses troupes du pays de Vaud. Malheureusement, l'aide de camp du général français, qui était chargé de transmettre la dépêche, fut attaquée durant la nuit à Thierrens et 2 de ses hommes furent tués. Aussitôt averti de cet attentat, Ménard donna l'ordre à son armée de passer la frontière et d'intervenir. Alors, tout alla très vite. Le 28 janvier, les troupes françaises arrivaient triomphalement à Lausanne et le 10 février 1798, la ville était érigée en capitale de la République lémanique. Les Bernois, aidés par quelques Vaudois réactionnaires tels Ferdinand Isaac de Rovere, tentèrent bien de résister, mais c'était trop tard. Après les meurtriers combats de Neuenegg, Fraubrunnen et Grauwals, le 5 mars 1798, Berne capitulait, entraînant en quelques jours la chute de la Confédération des 13 cantons. Les anciens dirigeants furent pour la plupart écartés au profit d'une nouvelle élite qui adopta dans ses grandes lignes
la Constitution qui avait été préparée à Paris. Au mois d'avril 1798, la Suisse fut érigée en une république helvétique une et indivisible. Les anciennes frontières cantonales furent supprimées au profit de nouvelles entités comparables aux départements français. L'harmonisation de la monnaie, des poids et mesures, la suppression des douanes intérieures, la liberté de culte et d'établissement furent bénéfiques pour le peuple, chaque homme se sentant enfin citoyen d'un même pays, la nation suisse. Cependant, cette constitution qui avait été élaborée à Paris ne pouvait satisfaire tout le monde, et dans les anciens cantons, essentiellement ceux de Landsgemeinde, la population rejetait vivement ces idées venues d'ailleurs. Alors, durant 5 ans, une lutte sans merci opposa les unitaires, partisans de la France, aux fédéralistes, partisans de l'Autriche et de l'Angleterre. Ainsi, en septembre 1798, à Nidwald, la population se souleva contre l'obligation de prêter serment à la nouvelle constitution. La répression fut terrible et fit près de 500 victimes alors que ce petit canton ne comptait que 9000 âmes. En 1802, l'agitation devint si grande que personne, même parmi les modérés, ne put empêcher la guerre civile. Ce fut à ce moment, au mois d'octobre, que le premier consul Bonaparte avertit le Sénat helvétique qu'il allait intervenir comme médiateur. D'entrée, il imposa un cessez-le-feu entre les deux parties qui se faisaient la guerre des bâtons. Puis il ordonna à une soixantaine de députés suisses de se rendre à Paris où se tiendrait une consulta helvetica en vue de restaurer la paix et la concorde. Cette assemblée extraordinaire s'ouvrit le 10 décembre 1802. Bonaparte intervint personnellement en ordonnant à tous ces messieurs les députés de trouver une solution pour ramener la paix et la concorde dans leur pays. Il ajouta, je cite le premier consul, « La Suisse ne ressemble à aucun autre État, soit par les événements qui s'y sont succédés depuis plusieurs siècles, soit par les différentes langues, les différentes religions et cette extrême différence de mœurs qui existe entre ces diverses parties. La nature a fait votre État fédératif, vouloir la vaincre ne peut être d'un homme sage. » Fin de citation. Enfin, le 19 février 1803, après 3 mois de négociations, le premier consul Bonaparte remettait solennellement au peuple suisse l'acte de médiation qui refaisait de la Suisse un État fédératif composé de 19 cantons souverains, les 13 d'avant la Révolution, et 6 nouveaux, Argovie, Grison, Saint-Gall, Tessin, Turgovie et Vaud. Pour marquer l'égalité des cantons, l'acte de médiation les énumère dans l'ordre alphabétique et non plus dans l'ordre de leur ancienneté d'entrée dans la Confédération. L'acte lui-même comporte 20 chapitres, 19 consacrés exclusivement aux 19 constitutions cantonales et le 20e dénommé Acte fédéral est la constitution commune à la Suisse. Un des premiers articles stipule qu'il n'y a plus en Suisse ni pays sujet, ni privilège de lieu, de naissance, de personne ou de famille. Le gouvernement de cette nouvelle Suisse était confié à un landamman élu pour une année et choisi parmi le premier magistrat des 6 cantons directeurs, à savoir Fribourg, Berne, Soleure, Bâle, Zurich et Lucerne, soit 3 cantons catholiques et 3 protestants. La première diète fédérale se tint à Fribourg sous la direction du landamman Louis d'Affry, qui avait été choisi par Bonaparte. 2 autres landamans se feront remarquer par leur talent, Hans von Reinhard de Zurich et Niklaus Rudolf von Wattenwyl de Berne.
le 27 septembre 1803, était signée la seconde paix de Fribourg entre la République française et la Confédération helvétique qui reprenait les termes de la paix perpétuelle signée à Fribourg en 1516. La boucle était bouclée et la Suisse confirmait son alliance avec la France. Il y aura à perpétuité paix et amitié entre la République française et la Suisse et une alliance défensive entre les deux nations qui durera 50 ans. Cette alliance comportait un chapitre traitant des troupes que la Suisse mettrait à la disposition de la France, soit 16 000 hommes divisés en 4 régiments. La constitution de l'acte de médiation dura du 10 mars 1803 au 29 décembre 1813, c'est-à-dire 10 ans durant lesquels, devenue satellite du Grand Empire, la Suisse ne dut sa survie et sa tranquillité qu'au respect scrupuleux de ses alliances avec celui qui depuis 1804 était devenu l'empereur Napoléon Ier. Toujours est-il que lorsque l'Empire commença à craquer après la désastreuse campagne de Russie en 1812, l'ouvrage était suffisamment solide pour que la Suisse survive à une nouvelle crise. En effet, l'acte de médiation avait posé les bases d'un nouveau fédéralisme qui affirmait l'égalité entre les cantons au sein de la Confédération et qui garantissait la liberté de conscience. Ces 10 années de la médiation permirent donc à la Suisse de prendre conscience de la nécessité absolue qu'elle avait à rester unie dans sa diversité et de se secourir dans l'adversité. La chute définitive de Napoléon Ier en 1815 fut l'occasion d'un profond changement de la politique de la Confédération et particulièrement du service des capitulations. En effet, depuis le temps du grand réformateur Zwingli, plusieurs parmi les élites suisses avaient tenté de remettre en question l'implication de troupes suisses pour le service militaire à l'étranger. L'idée qu'il fallait interdire à la jeunesse d'aller verser son sang pour des causes étrangères s'était insinuée dans les esprits, à l'exemple de Jean-Jacques Rousseau qui n'avait eu de cesse dans ses écrits de le dénoncer. Et depuis que les puissances de la Sainte Alliance réunies au Congrès de Vienne avaient reconnu la neutralité de la Confédération helvétique, il était urgent d'y mettre un terme. C'est pourquoi les autorités suisses décidèrent de s'en tenir à une politique toute faite de modération qui allait rapidement devenir une politique de repli sur soi. Car entourés par de puissants États, voisine d'une Nouvelle-France dont les ambitions étaient scrupuleusement observées par la Sainte Alliance, la Suisse s'enferma dans ses frontières en cultivant jalousement sa spécificité. Bien sûr, elle continua pendant quelque temps encore à exporter sa jeunesse à travers toute l'Europe. Mais le statu quo imposé par les nations victorieuses de Napoléon avait créé comme un glacis et durant 25 ans, le continent fut en paix. Cependant, les souvenirs de la grande épopée napoléonienne et la liberté confisquée par des gouvernements résolument conservateurs poussèrent bientôt la jeunesse et une partie de l'élite intellectuelle vers de nouveaux horizons. Les premiers craquements dans ce bel agencement se firent entendre en 1830, mais il fallut attendre 1848 pour assister à son effondrement. Louis-Philippe, le roi des Français, dut céder sa place à Louis-Napoléon et à la Seconde République qui, contre toute attente, allait accoucher du Second Empire. Dans cette révolution qui bouleversa l'ensemble du continent, la Confédération helvétique ne fit pas exception. Après le péril de la guerre civile qui avait menacé son unité durant
le conflit du Sunderbund en 1847, un puissant mouvement secoua le pays tout entier. Et comme cela était souvent arrivé dans son histoire, au moment où la Confédération était au bord de l'effondrement, la sagesse populaire reprenait le dessus. Ce fut ainsi que, mettant de côté leurs différends, les députés adoptèrent une nouvelle constitution. Bien sûr, le thème des capitulations et du service à l'étranger fut abordé, et après des débats houleux, le Conseil national décida au mois de mai 1849 de l'interdire à tout jamais. Le service à l'étranger était condamné car plus personne, hormis quelques militaires et quelques casse-cou, ne le défendait, et il allait s'éteindre au terme des contrats de 1859, et les derniers régiments engagés au service de Naples rentrèrent au pays. Désormais, pour les Suisses qui cherchaient un champ de bataille, il n'y avait plus que la Légion étrangère créée par Louis-Philippe en 1831 pour remplacer les régiments suisses qu'il estimait coûter trop cher à la nation. Mais attention, les hommes qui s'y engageaient prenaient le risque de se voir condamnés, car l'engagement militaire au service étranger était dorénavant rigoureusement interdit. Et pourtant, cela ne les freina en rien, et ils furent nombreux à s'engager et à se distinguer dans cette fameuse Légion étrangère. Je vous remercie.